all those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je m'attaque à la première vidéo de la chaîne et après y avoir réfléchi longuement, je me suis dit que le mieux serait de commencer par vous parler d'un de mes films préférés de ces dernières années, à savoir Logan, comme vous l'avez sûrement lu dans le titre de la vidéo ou sur la miniature d'ailleurs. Beaucoup d'avis ont été donnés sur le film depuis sa sortie, mais ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo de revenir dessus, même si je me réserve le droit de vous donner brièvement le mien. En réalité, je voulais revenir sur le projet dans sa globalité, ce qu'il signifie pour l'industrie, les thèmes qu'il brasse, ses influences, son tournage, et surtout ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. La richesse visuelle du film, dont chaque plan raconte bien plus que n'importe quelle ligne de texte. En cela, ce que j'envisage se rapproche plus de ce que Monsieur Bobine a fait avec son excellente vidéo sur Logan, que je vous conseille de voir d'ailleurs car comme chacun de leurs sujets, ils ont fait un travail monstrueux. Aussi, j'essayerai de ne pas faire trop de redites par rapport à eux, même s'il y aura forcément des concordances. Alors évidemment la suite contiendra des spoilers, alors courez voir Logan si vous hésitiez encore et revenez ensuite. Ce que je peux vous dire dès maintenant, c'est que le film peut se voir seul, mais qu'il est préférable d'être familier avec Wolverine et les X-Men. Je dirais que le starter pack, pour y aller serein, ce serait d'avoir vu les deux premiers X-Men. Et si vous voulez pousser plus loin que ces deux-là, alors vous pouvez enchaîner avec l'affrontement final et le combat de l'immortel. Ne perdons plus un instant et plongeons-nous directement dans cette œuvre. This is what life looks like. People who love each other. A home. You should take a moment. Feel it. You still have time. Alors Logan est un western super-héroïque sorti en 2017 et produit par la 20th Century Fox, comme les précédents volets de la saga. Ce qui ne sera plus le cas maintenant, puisque les mutants appartiennent désormais à Disney. Alors autant vous dire qu'avec eux aux commandes, on n'est pas prêt de revenir au même niveau de qualité, de violence, de puissance émotionnelle que pour Logan. Mais enfin bref. Il est réalisé par James Mangold, auteur et réalisateur talentueux, notamment connu pour Walk the Line avec Joaquin Phoenix, Copland avec Sylvester Stallone, mais aussi le plus récent Le Mans 66, suivant le duo Matt Damon-Christian Bale. Il reprend ici les rênes de ce projet centré autour du mutant griffu pour conclure sa trilogie, après s'être occupé du précédent volet, Le Combat de l'Immortel. À l'heure où je tourne, de fortes rumeurs l'annoncent même à la barre d'Indiana Jones 5, succédant ainsi à Steven Spielberg à la tête de cette franchise. Preuve de la montée en puissance du réalisateur à Hollywood ces dernières années. Au scénario, on retrouve Mangold donc, accompagné de Scott Frank et Michael Green. Le premier ayant notamment collaboré avec Steven Spielberg sur Minority Report et Soderbergh sur Hors d'atteinte. Le deuxième s'illustre plus particulièrement du côté de la série télé avec Smallville, Heroes et American Gods, mais aussi plus récemment au cinéma avec Blade Runner 2049. Originellement, c'est Cliff Martinez, connu pour les compositions à base de musique électronique des films de Nicolas Winding Refn, depuis Drive, qui devait s'occuper de la musique du film, mais il a finalement été remplacé par Marco Beltrami, collaborateur régulier de Mangold. Pour ce qui est du casting, l'incroyable, le magnifique, le formidable Hugh Jackman reprend les griffes du célèbre mutant James Logan Howlett, aka Wolverine, pour la 9e fois au cinéma en 17 ans. Tandis que Sir Patrick Stewart retrouve également son rôle de professeur Charles Xavier. Pour compléter le trio de personnages principaux du film, on découvre la jeune Daphne Keane dans le rôle de la mystérieuse Laura. Avec une équipe de choc telle que celle-ci, on ne pouvait s'attendre qu'à une nouvelle réussite pour la saga au cinéma. Et ce fut le cas puisque Logan devint le deuxième plus gros succès au box-office des X-Men malgré sa classification R aux États-Unis, l'empêchant d'être vu par les moins de 17 ans. Il devient également le plus gros succès de la trilogie Wolverine qui n'aura décidément fait que monter en termes de qualité et de résultats financiers tout en diminuant son budget. En même temps, en partant de si bas, c'était pas bien compliqué, me direz-vous.
Logan, what did you do? Charles, the world is not the same as it was. En 2029, alors que les mutants sont en voie d'extinction, un Logan vieillissant et dont le pouvoir de guérison n'est presque plus efficace vit discrètement comme chauffeur de limousine. Il dédie le plus clair de son temps à veiller sur son vieil ami, le professeur Charles Xavier, très affaibli et souffrant d'une maladie dégénérative cérébrale avancée. Ils vivent ainsi en compagnie d'un autre mutant, du nom de Caliban, dans une ancienne fonderie abandonnée, proche de la frontière américano-mexicaine. Mais Logan va bientôt devoir sortir de sa retraite pour aider Laura, une jeune fille mexicaine traquée par les mercenaires des Rivers. Celle-ci possède des pouvoirs et appendices similaires à ceux de Wolverine. Cette rencontre est le point de départ d'un périple à travers les États-Unis pour conduire l'enfant en sûreté de l'autre côté de la frontière nord du pays. Bon, ça va suffire pour le résumé Wikipédia. Est-ce que maintenant on passe à mon avis? Alors je vous avoue que j'ai pris une grosse claque la première fois que j'ai vu Logan. Il m'a fallu longtemps pour m'en remettre, mine de rien. Ça m'a beaucoup secoué. Mais ça m'a pas empêché d'y retourner une deuxième fois parce que j'en avais besoin. C'était tellement bon, en tout cas à mes yeux. J'ai toujours été fan des X-Men et je m'attendais à retrouver cet univers. Et j'ai totalement adhéré au contre-pied que le film nous propose. Ça m'a touché un peu de revoir les personnages tels que je les ai connus et qui ont vieilli, qui sont abîmés par le temps et qui tentent une approche très réaliste, très proche d'eux, avec évidemment plus de violence. Ce que j'attendais évidemment beaucoup venant d'un film Wolverine et qui se concrétise enfin, et bah c'est l'apothéose, c'est sublime. Pour faire un petit point sur la bande originale, j'ai entendu beaucoup de gens dire que la musique était un point faible du film, car elle n'était pas marquante, mais personnellement je trouve que le thème principal du film colle parfaitement au message et à l'ambiance voulue. On est loin du thème grandiloquent effectivement, et c'est au contraire une force du film de simplement utiliser quelques notes de piano. J'ai personnellement trouvé que cela appuyait encore plus la volonté d'en faire un film intimiste. Enfin bref, voilà pour mon avis. Alors j'aurais pu continuer pendant des heures sur mon expérience personnelle du film, mais je préfère essayer de le décortiquer avec vous, d'explorer les origines du projet, les secrets de tournage, et de comprendre les messages qu'il essaye de nous communiquer à travers sa narration visuelle très étudiée, et les influences qui ont pu lui les souffler. Tant sur son fond que sur sa forme, Logan emprunte beaucoup à certains films. Mangold étant un cinéphile aguerri, il a su puiser très justement dans de nombreuses œuvres pour constituer son métrage. Il s'est d'ailleurs servi d'une de ses inspirations pour convaincre les décisionnaires de la Fox de lancer la production de son film. En fait, il leur a simplement dit que son objectif était de réaliser un Little Miss Sunshine sanglant avec des super-héros. Ouais. Et dans les faits, c'est pas faux, vu le nombre de parallèles qu'on peut dresser entre les deux œuvres. A commencer formellement par le fait que ce sont tous deux des road trips ayant à peu près le même point de départ, à savoir l'état du Nouveau-Mexique, non loin d'Albuquerque. J'en profite pour vous rappeler que Bryan Cranston et Dean Norris font chacun une courte apparition dans Little Miss Sunshine, dans le rôle d'un arnaqueur et d'un policier. Décidément, Walter White et Hank Schrader traînaient déjà du côté d'Albuquerque avant même le lancement de Breaking Bad. Logan emprunte également un aspect intimiste retranscrit par le thème principal de la famille, ainsi que certaines caractéristiques de personnages au film de Jonathan Dayton et Valerie Ferris. Ainsi on retrouve les tendances suicidaires d'un Frank chez un certain Logan, la détermination à rallier le point d'arrivée du voyage d'Olive chez Laura, ou encore le mutisme volontaire de cette dernière, déjà présent à travers le personnage de Dwayne dans Little Miss Sunshine. Quoi qu'il en soit, ce pitch original ainsi que la forte insistance de Hugh Jackman pour soutenir le projet a permis à celui-ci d'être lancé avec une quasi carte blanche. Jackman avait même consenti à diminuer son salaire afin d'obtenir la liberté de faire un film classé R.
Grâce à cette liberté, le film s'affranchit de la continuité de la saga X-Men et est donc pensé comme un stand-alone, ne prenant pas en compte le bordel temporel créé par les autres films. Le projet est enfin lancé et Hugh Jackman, pour son dernier film en tant que Wolverine, souhaite s'inspirer du personnage de Clint Eastwood dans le western Impitoyable pour composer son rôle de Logan vieillissant et affaibli, repartant pour une dernière mission. Ce n'est pas pour déplaire à Mangold, qui est de son côté particulièrement attaché au genre et qui apportera lui-même des idées venant de l'homme des vallées perdues, ou Shane en version originale. Western que l'on apercevra directement dans le film lorsque Charles et Laura le regarderont dans une chambre d'hôtel. Cette convergence des idées de Mangold et de Jackman vers le western apporta naturellement l'ombre du genre sur tout le long métrage. À commencer par l'ambiance visuelle, que l'on retrouve également dans certains comics autour du mutant griffu, comme Old Man Logan de Mark Millar, ayant d'ailleurs bien plus servi d'inspiration pour la forme que pour le fond, car Mangold a déclaré avoir plus puisé dans les histoires d'X-23 de Craig Kyle pour trouver des idées pour son film. J'en profite pour vous informer que Logan n'est absolument pas inspiré du jeu The Last of Us. En effet, Mangold a appris l'existence de ce jeu lorsqu'il était submergé de messages de fans après la sortie de la première bande-annonce. Quoi qu'il en soit, le début du film se sert à merveille du paysage désertique et sablonneux pour évoquer ses prédécesseurs. On notera d'ailleurs un travail particulier de la lumière, notamment pour ce qui est de l'éclairage des acteurs. En effet, le but ici n'est absolument pas de mettre en valeur les acteurs grâce à une lumière de face permettant d'estomper les aspérités de leur faciès. Au contraire, la lumière est ici utilisée de manière à souligner le moindre de leurs défauts, évoquant là encore le western et les trognes burinées qu'ils jalonnent. Avec un travail tel, il ne fut donc pas une surprise de voir l'arrivée d'une version noir et blanc lors de la sortie DVD Blu-ray, le monochrome profitant grandement de ce type d'éclairage. Autre anecdote de tournage, les scènes à l'extérieur de la fonderie ont presque toutes été entièrement tournées entre 15h30 et 17h30 afin de bénéficier de l'éclairage optimal et le plus esthétisant du soleil pour les acteurs. Ah oui, ça me fait penser que contrairement à la majorité des blockbusters super-héroïques actuels qui choisissent la simplicité du tournage en studio, Mangold avait la volonté de tourner le plus possible en extérieur, et donc nécessairement en dépendant de la lumière du soleil. La fonderie, en plus de ses scènes extérieures travaillant les étendues désertiques, possède également le magnifique décor du château d'eau effondré dans lequel vit Charles. Encore une fois, la lumière y est particulière et y forme comme une constellation d'étoiles. Comme si par ce choix, on essayait de nous faire comprendre que Logan cherche à le protéger de l'extérieur tout en le maintenant dans l'illusion que rien n'a changé pour lui, et qu'il appartient toujours à ce monde extérieur. Chose qui se révélera à travers le fait que Logan lui cache la vérité sur le massacre des X-Men à Westchester, là où se trouve le manoir des X-Men si vous posez la question, et dont il est suggéré qu'il serait le responsable. Patrick Stewart fait également un travail formidable avec son rôle culte, puisqu'il est ici à l'opposé de ce qu'il pouvait représenter lors de ses précédentes incarnations du personnage. Là où il y avait une assurance, une sagesse et un sentiment de contrôle absolu, on retrouve un simple humain touché par la sénilité. Et ce décor constitue également une illusion de contrôle pour lui, puisqu'il évoque évidemment le Cérébro, qui autrefois était le symbole de sa parfaite maîtrise de son esprit. En effet, aujourd'hui, le professeur X est sujet à des crises paralysant son entourage et pouvant même mener à la mort si on en croit les événements de Westchester. Les crises du professeur sont parfaitement retranscrites visuellement et m'avaient impressionné lors de mon premier visionnage. On pourrait croire que cet effet a été réalisé au montage par les boîtes en charge des effets spéciaux, mais il n'en est rien. J'aimerais avoir 1% de sa confiance en lui. Mais il n'en est rien. En effet, le film ayant un budget réduit, cela a poussé la production à imaginer un moyen de réaliser l'effet à moindre coût, et donc, système D. Le cadreur filme en secouant la caméra comme un gros taré. Puis on passe les rushs dans un programme de stabilisation automatique qui galère à fixer le cadre, et qui donne finalement un effet de flou. Voilà. Je peux même vous montrer les essais qui ont été réalisés en pré-production par les équipes afin de tester la solution et rassurer sur son rendu.
Dans le même genre, la chorégraphie du combat d'ouverture est également trouvable si ça vous intéresse. Je vous ai parlé de Logan et de Charles, mais il me reste encore à aborder le dernier membre du trio sur lequel le film repose, à savoir la petite Laura, nouveau personnage mystérieux parfaitement campé par sa jeune interprète Daphne Keane. Laura est une jeune fille mexicaine muette qui entre dans la vie de nos héros et qui attire avec elle les problèmes qui déclencheront les péripéties. Elle est en quelque sorte l'élément perturbateur qui met fin à la situation initiale. Elle est une mutante, ce que Logan ne croit absolument pas dans un premier temps, puisque dans l'univers du film, pratiquement tous les mutants sont morts et aucun nouveau n'est né depuis des années. Mais face à la démonstration de ses pouvoirs de guérison et de ses griffes, il ne peut qu'accepter l'évidence de son lien avec elle. Laura se révélera être au fur et à mesure du film la digne héritière de Wolverine. Malgré son mutisme volontaire pendant les 2/3 du film, le personnage s'est étoffé grâce à de nombreux petits détails, montrant que malgré l'état de rage dans lequel elle peut se plonger, cela reste une petite fille, conservant des caractéristiques enfantines. On notera d'ailleurs sa fascination pour les chevaux et les licornes qui revient un peu partout dans le film. D'ailleurs, maintenant que j'ai évoqué ce trio, je veux absolument pas jouer au complotisme et je trouve que le chiffre 3 revient en permanence dans le film. Troisième film Wolverine, un film divisé en 3 actes, situation initiale, road trip, climax, 3 personnages principaux, 3 méchants principaux, 3 confrontations avec ces méchants, 3 véhicules utilisés pour le voyage, 3 scénaristes, 3e collaboration entre James Mangold et Hugh Jackman, 3 griffes, un film sorti en mars, soit le 3e mois. Ok, donc je continue. Après la première confrontation avec les antagonistes, Charles, Logan et Laura s'engagent dans leur périple à travers les États-Unis. C'est là que le thème de la famille débarque, car ils se présenteront à partir de là comme grand-père, père et fille. En plus de cela, ils vont faire la rencontre de la famille Munson sur l'autoroute lorsqu'ils leur viendront en aide avec leurs chevaux. Ils passeront alors la soirée chez eux et seront confrontés à leur quotidien. Ils partageront un repas avec eux et sympathiseront dans une scène totalement improvisée par Patrick Stewart et Hugh Jackman, mettant ainsi à profit la complicité que les deux acteurs ont bâtie grâce à ces rôles en 17 ans. Avec la famille vient également le thème de l'amour. Tout d'abord entre Charles et Logan. On se rend compte ici que Logan ne veille pas sur Charles car il a une dette envers lui, mais simplement parce qu'il tient à lui. Mangold arrive parfaitement à capter ces moments d'intimité en se plaçant du point de vue de Laura, qui ignore tout ce que peut être la relation entre un père et son fils, et qui s'imagine sans doute pouvoir créer un jour un lien aussi fort avec son père qu'elle vient de rencontrer. Je trouve sincèrement ce choix de mise en scène d'une justesse absolue. Allez, c'est bon. Ce que dit l'avocat, c'est pas ça. Vient ensuite une séquence rendant un hommage évident à l'homme des vallées perdues. Logan aidant le fermier qui l'héberge à accomplir une tâche manuelle comme Shane le faisait déjà. D'ailleurs, il le protège également contre des personnages souhaitant prendre le contrôle de leur ferme et expulser ses habitants. À l'issue de cette séquence, Logan endossera même son Marcel blanc iconique, adoptant par là même les couleurs de Shane. On aura alors droit au twist du film par la révélation de la création d'un clone de Wolverine nommé X-24, par le laboratoire également responsable de la conception de Laura, aka X-23. Cette révélation intervient après une toute dernière tirade poignante de Charles, faisant suite à un moment de lucidité de sa part sur les actes qu'il a commis et dont Logan souhaitait le préserver. Il est assassiné froidement par 24 dans une scène à l'ambiance horrifique. Toute la famille Munson y passe et Laura est capturée. Arrive ensuite la confrontation entre Logan et son clone, portant chacun des vêtements de couleur opposée, clair pour Logan et foncé pour 24, ce qui renforce la dualité qu'il représente et établit encore un parallèle avec Shane dans la rivalité entretenue avec l'antagoniste de son propre film. Au-delà de cette dualité de couleurs, c'est Logan qui est confronté à son passé qui le hante et qui l'empêche de dormir toutes les nuits. 24 est la personnification de la bestialité de Wolverine. Pour faire simple, il est l'arme X. C'est bien évidemment 24 qui sort vainqueur de l'affrontement avant d'être crucifié par le père Munson ayant utilisé ses dernières forces pour prendre le volant de son pick-up. Logan et Laura s'enfuient alors tous deux et enterrent Charles sur la route près d'un lac. Les liens se resserrent petit à petit entre Logan et Laura, ce qui pousse la petite fille à enfin parler. Leur périple se prolonge alors et ils arrivent enfin à destination, à Eden. On entre à partir d'ici dans le dernier acte et après avoir passé quelques jours sur le camp, les enfants se lancent dans la forêt pour traverser la frontière canadienne.
Ils sont alors poursuivis par les Reavers, ce dont Logan s'aperçoit. Il jette alors ses dernières forces dans la bataille et utilise le sérum stimulant sa mutation pour se donner un dernier shoot et redevenir un court instant la machine à tuer qu'il était. Cela évoque ici William Munny dans Impitoyable, qui dans le climax succombe à nouveau à l'alcool après des années de sobriété et qui redevient le tueur froid qu'il était dans sa jeunesse lorsqu'il était perpétuellement noyé sous ses effets. Malheureusement, ce coup de boost ne suffit pas et ce que l'on sentait arriver depuis un moment arrive enfin. Logan perd son combat final. Laura réussit malgré tout à achever 24, mais le mal est fait et on sait très bien que Logan ne pourra pas survivre aux blessures qu'il vient de subir. Ce sont les derniers instants du héros Wolverine, et après une existence ayant duré 197 années, il trouve enfin le repos qu'il attendait avec l'ultime chance d'avoir pu quitter ce monde en compagnie de sa fille. Ce plan où ils se tiennent la main est probablement l'un de ceux qui m'a le plus marqué. Il ne dure que quelques secondes, mais a une signification terriblement puissante. Le motif des mains est d'ailleurs important dans le film et revient à plusieurs reprises avant cette ultime utilisation. Mais ce n'est pas là que je voulais en venir quand je soulignais l'importance de ce plan. Et pour vous l'expliquer, je vais devoir revenir sur le film précédent, à savoir Le Combat de l'Immortel. Pour les besoins de la vidéo, je l'ai revu et j'en ai profité pour découvrir la version Extended Cut, et je ne le regrette absolument pas car cette version est très largement supérieure à celle sortie en salle. Elle est légèrement plus violente et donne en quelque sorte un avant-goût de ce que Logan pourra être quelques années plus tard. Il y a d'ailleurs beaucoup de similitudes et d'idées de mise en scène communes entre les deux films de Mangold. Cette version contient également le move le plus badassement génial de la Terre avec un simple allumage de cigarette. Alors les enfants, dans cette situation, de quelle manière Logan allume-t-il son cigare ? Proposition A. Il prend un briquet, ma foi c'est pratique. Proposition B. Il attrape en plein vol une flèche enflammée décochée par un des ninjas qui tente de l'arrêter. Pourquoi pas ? Proposition C. Il chope un lance-flamme dans l'habitacle du camion et se la joue façon comédien dans Watchmen. Et enfin, proposition D. Il fait exploser le camion sur lequel il se trouve, après tout, rien à foutre quand on est immortel. Franchement, je sais vraiment pas pourquoi ils l'ont coupé. Bon, en fait, si je sais, fallait bien introduire ce camion dans une scène précédente, alors forcément, voir ça... Ça pouvait pas passer dans un film PG-13, clairement. Mais bon, passons là-dessus. Alors, pour rappel, dans ce film, Logan débarque au Japon et côtoie de nouveaux personnages, dont Yukio, une mutante ayant le pouvoir de visualiser la mort des gens dans le futur. Elle prédit alors le sort de ce vieux Logan et lui dit qu'il mourra le corps ensanglanté avec son propre cœur dans la main. Une situation telle que décrite interviendra plus loin dans le film et on se dira que la capacité de Yukio n'était pas fiable à 100% puisque la dernière heure du mutant griffu n'était pas arrivée. Toutefois, Yukio nous certifie ne jamais s'être trompé et c'est pourtant ce qu'elle a fait. Alors enfin, pour en revenir à Logan, on pourrait se dire qu'il est bien mort selon ses conditions, avec son cœur battant dans la main. Et que donc son cœur serait en fait une allégorie de son amour pour Laura, un clin d'œil particulièrement beau je trouve. Ce que j'admire particulièrement chez James Mangold, c'est le fait que ce soit un réalisateur qui préfère faire parler les images que les acteurs. Et c'est ce que nous allons voir en passant tout de suite au plan final du film. L'idée du symbole du X sur la tombe de Wolverine est venue à Mangold par la cover du comics Uncanny X-Men numéro 251 représentant un Wolverine crucifié sur un X surmonté d'une pile de crânes humains. Il évoque également les toiles que peignait son père comme source d'inspiration pour ce plan. Alors, au-delà du symbole de la croix penchée qui m'a fait chialer pendant un mois, faut le savoir, il y a un message qui transparaît de ce plan. Et le message est très simple. On a la tombe de Logan au premier plan dans l'ombre, et la lumière en arrière-plan à la sortie de la forêt. Entre les deux, les enfants quittent la clairière et son ombre pour aller vers l'horizon. D'une certaine manière, ce plan résume parfaitement l'entièreté du métrage et l'héritage de son personnage principal. Je m'explique. Le film aura été le chant du cygne de Logan qui aura livré son dernier combat pour tenter de protéger sa fille et les autres enfants. Il aura lâché son dernier souffle pour leur donner un avenir radieux et c'est exactement ce que l'image laisse imaginer lorsque l'on voit les enfants s'éloigner de lui et aller vers la lumière, là où l'on sait qu'un refuge pour les mutants a été fondé.
En plus de ce message positif pour la nouvelle génération de mutants, il y a, comme je l'évoquais plus tôt, une notion d'héritage, de passage de flambeau, car c'est bien de l'ombre de Wolverine que les enfants s'échappent. Autrement dit, après avoir brillé une dernière fois, le héros qu'on a tant aimé sombre dans les ténèbres et laisse place à X-23, sa fille, qui a désormais le champ libre pour prendre sa place en tant que Wolverine. En plus de cela, il est important de parler du lieu, ce que je n'ai pas vraiment fait jusqu'à présent. En effet, on se trouve dans un environnement familier pour Logan, on l'a souvent vu évoluer par le passé dans ses forêts verdoyantes, comme dans X-Men 3, Wolverine Origins ou encore The Wolverine. Ce lieu constitue un retour aux origines du personnage, car en effet, le lac renvoie à la fois à la tombe de son vieil ami Charles Xavier, qui plus tôt dans le film était enterré au bord de l'eau, mais aussi à la création de son mythe, à Alkali Lake, là où on lui a implanté l'adamantium qui aura été son symbole en tant que héros, ainsi que l'instrument de sa déchéance. Pour finir, j'ai quand même quelque chose à dire sur l'action de Laura qui fait basculer la croix sur sa tombe pour former le X des X-Men. Encore une fois, cela conclut et résume parfaitement l'arc de rédemption du personnage qui, au début de l'histoire, n'était plus que l'ombre du héros que nous avions connu. En faisant cet ultime hommage sur la sépulture de son père, Laura nous confirme qu'à l'issue du long métrage, Logan est parvenu à redevenir ce qu'il était. Il est finalement mort en ayant retrouvé son humanité, en étant redevenu héros, et en fait tout simplement en étant redevenu un X-Men. J'espère que vous aurez apprécié cette longue plongée dans ce chef-d'œuvre qu'est Logan à mes yeux. J'ai essayé d'être le plus complet possible, même si je ne pourrai jamais vraiment en parler de manière absolument complète. Pour ça, il faudrait que je le commente frame par frame, tellement le film est riche. Enfin bref, je suis content de moi pour cette première grosse vidéo et j'ai hâte de lire des retours. Enfin, des retours si vous voulez bien partager un peu la vidéo et vous abonner, pour que je puisse un peu être vu. Sachez que je voulais aussi parler de Léon dans cette vidéo car il me rappelait beaucoup Logan, mais je me suis résolu à l'évincer car il ne faisait pas partie des influences confirmées, déclarées du film, et je n'ai pas non plus parlé des scènes coupées car je les trouve inutiles et qu'elles ont bien fait d'être coupées. Voilà, donc merci à vous de m'avoir écouté et à plus tard dans une nouvelle vidéo.